bienvenue encore une fois dans la balade matinale. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur Radio Jenna. Je suis aujourd'hui avec de belles dames. J'ai décidé de faire la promotion des dames en fait. Les hommes s'énervent, mais les dames sont meilleures. Bon, excusez-moi, cher monsieur. Diane Keviake, bonjour. Bonjour Edwige. Comment tu vas? Très bien, quel éclat ce matin malgré la fraîcheur. Oh, c'est vrai? Ah ben oui. Moi, je me sens l'éclat au terne. naturel. C'est bon. Je rappelle que vous êtes coach, on va dire, conseillère en leadership et puis conseillère matrimoniale. On en a besoin parce qu'il y a trop de divorces. Donc voilà. Également avec nous, une nouvelle personne, une nouvelle tête. Vous allez la découvrir. C'est Estelle Prénam. Bonjour. Bonjour. Vous êtes communicante, mais je vais vous laisser vous présenter à nos auditeurs comme c'est la première fois. Alors, je suis Estelle Prénam Pakbo et je suis communicante. Effectivement, je suis aussi directrice de société, d'agence de communication et animatrice radio. Ah oui, ça se sent. Voilà, qui est dit. Alors, avant de parler du thème qui nous retient notre attention, je vais vous donner quelques astuces. Souvent, nous, les femmes, c'est la femme seule qui a les règles, donc les menstruations. Et souvent, certaines femmes ont des règles douloureuses. Qu'est-ce qu'on peut faire naturellement pour pouvoir soulager ces règles douloureuses? Parce que souvent, on utilise des médicaments, mais ça ne va toujours pas. Mais on peut accompagner ces produits de quelques astuces naturelles. Parfois, c'est des ballonnements, c'est des crampes, c'est la fatigue. C'est-à-dire, c'est des douleurs surtout au bas de dos, ce sont des nausées. Alors, première astuce, c'est le massage. Le massage, c'est-à-dire masser son bas-ventre avec de l'huile de massage, surtout utiliser des huiles essentielles, peut-être l'huile à base de clou de girofle, de camomille, de cannelle, ça dépend. Donc vous utilisez ces huiles-là pour vous masser, ou même si vous avez une crème mentholée où vous pouvez utiliser pour masser le bas-ventre, vous l'utilisez. Et puis il faut masser aussi la plante des pieds. La plante des pieds, parce qu'on a nos nerfs à ce niveau, donc quand on masse la plante des pieds, ça ouvre un peu le ventre qui est lourd. Donc voilà. Deuxième astuce, les huiles essentielles, j'ai parlé de ça tout à l'heure. Vous pouvez les associer aussi, les utiliser. Surtout les huiles de basilic tropical, d'estragon, de clou de girofle et d'autres huiles pour vous aider à vous détendre et à supporter ces douleurs-là. Les infusions aussi. Majoritairement, quand on a ces menstrues, il y a certaines personnes qui se disent « Je préfère prendre assez de sucre pour que le sang coule rapidement. » Oui, il y a certaines femmes qui le disent « Je préfère prendre assez d'aliments sucrés pour que le... » Non, mais si c'est 3 jours, vous aurez 3 jours de douleur malgré le sucre que vous consommez. Quand vous consommez le sucre, ça augmente encore la douleur. Le sang, certes, va couler abondamment, mais la douleur persiste parce que c'est du sucre. Et donc, préférez, ou bien, moi, je vous conseillerais d'utiliser beaucoup plus les infusions sans sucre. Vous pouvez utiliser les mélisses, les camomilles, la framboise, l'archivé pour pouvoir faire des infusions, même du bissap. Du bissap, vous n'avez pas besoin de le préparer. Vous prenez les feuilles et puis vous les nettoyez, je vais dire, vous les rincez et puis dans votre eau chaude, vous mettez quelques feuilles de bissap et puis quand l'infusion est prête, vous pouvez en consommer. Ça aide aussi à soulager la douleur. Et la chaleur aussi est un bon allié pour éviter les douleurs pendant la période de menstruation. Quand vous êtes menstrué, même si vous n'aimez pas vous doucher avec de l'eau chaude, faites-le sur 3 jours. Ça dépend du nombre de jours où l'écoulement se déroule. Donc, faites-le. Chaque matin, midi, soir, si vous vous douchez, ou bien matin, soir, si vous vous douchez, utilisez de l'eau chaude pour vous doucher. Ça vous détend, ça détend les nerfs. Et lors de votre douche, vous mettez de l'eau sur votre ventre, votre bas-ventre, de l'eau chaude. Ou vous pouvez utiliser des bouillottes aussi pour pouvoir soulager la douleur. Voilà qui est dit, Diane. Oui, très, très important. Merci pour ces astuces. Un plaisir. Et surtout, je voudrais ajouter du citron. Ouais. Il faut ajouter du citron dans un peu d'eau tiède et boire. Le citron aura pour objectif de réduire les inflammations en réduisant l'acidité du sang. Et du coup, ça va aider à faire sortir les caillots au cas où il y en a et ça aide énormément. Et surtout pour le massage, ayez les mains plus ou moins chaudes. Oui, ouais.
Il faut les chauffer un peu. Vous pouvez même chauffer l'huile. Ouais, avant de faire le massage. Parce et que vous avez besoin de chaleur, en fait. Absolument. Jusqu'à ce que les règles ne finissent. Estelle, vous avez des astuces quand... Franchement, j'en ai pas. C'est nouveau. Hein. Ah bon? Je vous dis merci parce que j'ai vraiment ouvert mes grandes oreilles pour bien écouter. Je crois que vraiment, c'est du bon boulot que vous venez de faire. Ouais. Alors, parfois, on a des petits trucs à utiliser pour pouvoir nous soulager, mais on ne sait pas. On préfère aller à la pharmacie, prendre des médicaments, et puis ces médicaments aussi ont des conséquences. Mais quand vous avez peut-être de l'endométriose, là, je vous conseille d'aller chez le médecin. Carrément. L'endométriose et la douleur, c'est au quotidien. Donc, le préférable, c'est d'aller chez le médecin qui va vous suivre. Parce que l'endométriose, c'est un suivi au quotidien. Il y a des traitements. Et donc, certes, vous pouvez, en suivant ce traitement, utiliser ces astuces naturelles aussi pour soulager la douleur. Mais toutefois, s'il vous plaît, allez vers le médecin. Et surtout, quand vous avez des règles douloureuses à tout moment, allez voir le médecin, le gynécologue ou la gynécologue qui vous dira ce que vous avez. Si c'est un truc, ce n'est pas de l'endométriose, ce n'est pas un problème gynécologique, ce n'est pas des trompes qui ont des problèmes, non, ou bien des fibromes, non, que c'est comme ça, ça veut dire que vous savez que vous n'avez pas une maladie, mais que c'est comme ça. Et donc, vous utilisez les astuces naturelles que d'être dans le néant. Il y a certaines qui sont dans le néant et puis alors souffrent amèrement. Alors que c'est une maladie qui peut peut-être être traitée cachée, et puis les libérer. Voilà qui est dit par rapport aux astuces du jour. On marque la pause, on revient pour parler du thème. Chroniques, astuces, actualités, débat, buzz pour vous arracher de la tiédeur de votre couette. Les matins sur Radio Jenna, la balade matinale vous offre une bonne dose d'adrénaline et d'émotion. Balade matinale, permettez-vous une petite bouchée d'ondes positive. Alors, bienvenue encore une fois dans la balade. On parle maintenant de comment préparer son enfant à vivre seul à l'extérieur. Les vacances sont là, les examens sont terminés, les résultats sont là également. On connaît un peu la situation de nos enfants. On se dit, j'ai de l'argent, j'ai économisé durant combien d'années pour envoyer mon enfant à l'extérieur, dans un autre pays pour étudier. Alors d'abord, quels sont les éléments à prendre en compte, les premiers éléments à prendre en compte quand on décide d'envoyer son enfant à l'extérieur, Diane? Merci Edwige pour la question. Et aujourd'hui, c'est quand même la tendance. Après le bac, pour beaucoup, il y a certains qui ont fait un cursus peut-être français et qui doivent continuer les études en France ou carrément dans un autre pays. Et moi, je crois que le plus important, si on a déjà ce programme, c'est de préparer l'enfant à la responsabilisation. Parce que quand on est avec les enfants, il y a papa, maman. Mais quand l'enfant va traverser une frontière et se retrouver seul, il devient papa, maman. Il devient papa, maman et enfant au même moment. Alors, il va falloir le préparer conséquemment déjà durant l'année à prendre un certain nombre de responsabilités, à l'informer carrément sur la réalité. Aujourd'hui, il y a l'outil Internet. Il pourra s'informer sur la réalité de l'environnement où il va se retrouver en tant qu'adulte, finalement, entre guillemets. Et le préparer, parce que c'est deux réalités différentes. Ouais, on quitte un autre monde pour un autre, allez, en fait. Là, carrément, là, tu te prends en charge. Ouais. En Europe, aux États-Unis, c'est que... Même en Afrique, hein, ou même, déjà, au Ghana à côté, c'est pas évident pour la plupart, parce qu'il y a déjà la barrière linguistique et tout. Et donc, déjà préparer l'enfant à ce voyage. Pas à 2 semaines, pas pendant les vacances, mais déjà pendant une année, le préparer, le mettre dans des conditions avec Internet, appeler si on a des contacts là-bas qui fréquentent, pour avoir des informations, suffisamment l'informer pour qu'il sache, ou qu'elle sache que voilà la vie qui l'attend et voir si vraiment elle ou il se sent prêt pour y aller. Voilà ce que je peux dire. Alors, déjà. Estelle, quels sont les premiers points à prendre en compte quand on décide en tant que parent d'envoyer son adolescent ou son jeune à l'extérieur pour des études? Alors, moi, je vais dire que je vais aller plus loin en parlant de programmer sur des années. C'est-à-dire, peut-être après le BPC, il faut déjà l'informer qu'après ton bac, il faudra que tu ailles peut-être à Dakar ou à quelque part pour tes études.
Et justement, en parlant d'études après le BEPC, je crois qu'il faut déjà mettre ensemble la passion et le vouloir de l'enfant avant de l'orienter. C'est important. C'est ce que nous, nos parents, nous ont raté et on a dû refaire et refaire encore. Ça, c'est le premier point. Après, il faut aussi l'aider à gérer ses émotions. Parce qu'il n'y a que ça qui pourra l'aider à l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous vivons dans une société où tout le monde a des comportements bizarres et on se demande qu'est-ce qui est la cause de ces comportements bizarres. Alors, on se dit, il faut déjà les aider à gérer les émotions pour que à l'avenir, même avec les amis ici, qu'ils puissent avoir, attends, quand je suis avec des amis, il faut que je me comporte ainsi. Il faut aussi les apprendre la vie associative. C'est aussi très important. Moi, quand je vois des parents qui disent, moi, mes enfants ne sortent pas, ils doivent rester à la maison. Vous allez voir ces enfants, entre guillemets, faire des sauvageries dans les parcs. Vous êtes étonnés, surpris de voir que leurs parents sont des parents assez intelligents qui ont peut-être des postes assez importants dans ce pays. Donc, je réitère en disant que c'est deux choses fondamentales. C'est d'abord la programmation sur le long terme, voilà, sur le long terme déjà. Et après, l'apprendre à gérer ses émotions. Voilà. Alors, quand elle parle d'apprendre à l'enfant à gérer ses émotions, on ne prend pas en compte cela. Ce qui fait qu'on a donné des cas ici, des enfants, vous pensez que votre enfant est un enfant sérieux, discipliné, l'enfant se retrouve à l'extérieur et se retrouve dans les prisons à cause de la délinquance. Diane. C'est une réalité. Quand tu as dit dans les prisons, oui, bien sûr, on a connu des cas en fait. Ça m'a fait rire parce que c'est des réalités que nous avons. Nous ne connaissons même pas nos enfants. Aujourd'hui, on ne se connaît même pas soi-même. C'est déjà ça le problème. C'est ce qui amène à dire que mon enfant ne sort pas. Or, quand on n'est pas confronté à la réalité, c'est compliqué de se connaître, de se découvrir, de savoir comment réagir à telle ou telle situation. Ce qui fait que dire à son enfant que, bon, pour éviter un certain nombre de choses, je préfère que tu restes dans le jupon. Je pense que c'est un travail à revoir. L'enfant doit vivre dans un cercle déjà entre semblables pour lui permettre de se développer, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à identifier même ses émotions. Parce qu'il y a certains qui savent pour peu s'irritent, alors que dans les mêmes contextes, il y a un autre qui arrive à se maîtriser. Ce qui fait que les enfants apprennent les uns des autres, se disent mais pourquoi est-ce que l'autre, quand il y a telle situation, arrive à se calmer. Parfois, entre eux, ils s'entendent pour apprendre à contrôler leurs émotions. Et de la même façon, en famille, pouvoir discuter vraiment avec nos enfants, les mettre dans des situations. Quand mon enfant, je demande peut-être, je ne sais pas, pour sortir et que je dis non, c'est quoi sa réaction? Je dois pouvoir déceler ça et apporter les apports de solutions en discutant avec lui ou avec elle. C'est très important, la communication en famille déjà pour connaître son enfant. Parce que quand on veut dire je veux l'envoyer à l'extérieur, ça suppose que j'ai la conscience tranquille qu'il pourra s'en sortir. Et non une découverte que je ferai qu'on m'appelle que mon enfant est en prison pour délinquance ou bon, peut-être pour usage de stupéfiants et autres. Ça veut dire que en tant que parent, notre responsabilité est tellement engagée que il suffit pas juste de dire c'est la mode, j'ai de l'argent, j'ai les moyens, je peux envoyer mon enfant. Ne peut pas étudier mon enfant doit étudier dans des conditions vraiment pour demain, alors que l'enfant même ne se retrouve pas, n'existe même pas pour lui avant d'arriver à demain. Donc c'est important. Quand on parle de responsabiliser l'enfant, quels sont les éléments à prendre en compte, Estelle? Il faut que l'enfant soit responsable lui-même. Alors, pour le fait de responsabiliser l'enfant, il faut déjà le mettre devant des faits accomplis. Je vais dire, par exemple, pour un enfant qui n'a jamais passé des vacances dans un camp avec d'autres enfants, il faut commencer par lui apprendre ça. Nous, on nous a éduqués comme ça. Là, tu es là et puis, voilà, en mi-vacances, on te dit, il y a un camp mission à l'église ou quelque part. Surtout avec les églises. Voilà, il n'y a que les enfants, c'est sur 2 semaines, il faut y aller. Alors, on se demande, comment est-ce que je vais faire? Oui, il faut les mettre devant les faits accomplis. Tu dois aller, tu dois bien te comporter parce qu'il y a beaucoup de discipline. C'est là que tu l'aides à avoir une discipline outre que celle que tu as à la maison. Après ça, moi, je dirais qu'il faut aussi lui apprendre à être rigoureux envers lui-même. Moi, je suis déjà une personne assez rigoureuse. Alors, mon fils, il sait qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Que je sois là ou pas, qu'on me le dise ou pas, il sait que quand je sais, c'est grave. Donc, il faut qu'il sache il faut que les enfants sachent que, attends,
là, ma maman ou mes parents m'ont appris de la rigueur. Qu'est-ce que j'appelle par rigueur? Si je dois travailler pendant le cursus scolaire, enfin, pendant l'année scolaire, il faut que je bosse bien. Il faut que j'apprenne mes leçons. Il faut que j'aie de bonnes notes. Ça, c'est d'un. De deux, il ne faut pas que quand mes parents viennent à l'école, qu'on leur dise, voilà, il fait du n'importe quoi, il ne reste pas tranquille. Non. Après, il faut qu'ils s'initient, enfin, qu'ils s'immiscent plutôt dans les activités qu'on leur donne, voilà, qu'on leur dit de faire. Scolaire, souvent. Surtout ça. Que ce soit scolaire ou extrascolaire, c'est très important. Dans certaines écoles, je vois, c'est agréable. Tu vas les mercredis, par exemple, il y a de la musique, tous les enfants dansent. Les gens pensent que c'est pour s'amuser, en fait. Mais c'est pas pour s'amuser. Il y a des talents comme ça qui sont souvent, on crée même dans des écoles des groupes de danse, des clubs de lecture, de basket, de théâtre. Voilà. Il faut laisser les enfants s'intégrer. C'est comme ça qu'on pourra les responsabiliser. Et après, quand ils s'intègrent, il faut leur dire, mais attends, il y a des postes, si tu peux être président, tu peux être secrétaire, tu peux être si. Ah bon, maman, je peux? Oui, vas-y. C'est comme ça qu'on les responsabilise. Après, quand ils partent ailleurs, ils se disent, bah écoute, j'ai déjà le bagage qu'il faut. Le bagage nécessaire pour aller à l'extérieur. Mais est-ce que tous les enfants sont appelés à étudier à l'extérieur? On ne va pas dire oui. On doit envoyer tous les enfants à l'extérieur. C'est clair que non. Par exemple, avant d'y aller, je voudrais ajouter, même à la maison, il faut les responsabiliser. Parce qu'une fois qu'il sera dehors, il va apprendre à manger par soi-même. S'il faut préparer, ça doit commencer par là. La lessive, l'entretien de sa chambre, de ses affaires. Parce qu'il y a encore des parents où les enfants, chaque matin, ce sont les parents qui rangent... Ou les aides-ménagères qui rangent les cahiers pour que l'enfant aille à l'école. Même le drap, même le lit, en fait. Il se lève, il se douche et puis il rentre en véhicule. Et on se rappelle, mais tu as pris ta tenue de sport? Il dit, ah non, maman. Et pourtant, je t'ai dit hier, mais bon, on l'a dit, mais il n'y a pas eu d'action. Il fallait contrôler pour qu'il soit responsable ou qu'elle soit responsable elle-même. Parce que c'est important quand il va se retrouver dehors. Alors, tous les enfants, pour répondre à la question. Vous avez des enfants, vous pensez que tous vos enfants doivent étudier à l'extérieur? Déjà, moi, le fait même de penser à la place des enfants, que tout de suite, mon enfant ira étudier dans un autre pays sans l'avis de l'enfant, moi, je crois que c'est déjà un problème, une erreur dans la préparation, parce que moi, je me rappelle, je n'aimais pas aller en vacances. Quand il s'agit de me confronter avec les autres, c'était pas forcément, mais quand il y a des activités de théâtre, là, quand j'entends ça m'impressionne. Alors, quand on me dit de voyager, j'aime voyager, mais à un moment donné, j'aime voyager en groupe. Quand c'est avec des amis, ça, même, sinon si c'est seul, c'est pas... Donc, quand par exemple, mon cas, on m'envoie seul, déjà, ça doit être un travail qu'on doit faire. Mais moi, je veux rester en Afrique, je suis africaine, comme on le dit. Et donc, voilà, est-ce que l'enfant dit souvent, je veux étudier dans tel. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a déjà des points de disposition et l'enfant déjà commence par dire, moi, je veux étudier tel, mais j'ai vu que ça se passe dans tel pays. Je veux y aller. Là, c'est plus conscient. Et l'enfant sait pourquoi il va, c'est important. Et quand il sait pourquoi il va, il est focalisé sur l'essentiel. Maintenant, il y a des enfants qui ont peut-être l'âge presque jeune, à 18 ans, mais qui demeurent encore des enfants de 12 ans, par exemple. Ça, c'est pas évident. Il faudrait amener l'enfant à traverser sa préadolescence correctement, parce qu'il ne suffit pas d'ajouter l'âge, mais il faut voir la personnalité de l'enfant, la maturité de l'enfant avant de pouvoir dire que ok, lui peut partir, sinon d'autres peuvent évoluer ici. La preuve, on a tant de personnes qui ont évolué seulement en Afrique ou chez eux, qui ont réussi. Alors Estelle, tous les enfants doivent partir? Alors je veux dire que tous les enfants ne doivent pas partir, mais tous les enfants peuvent partir. Tout est une question d'adaptation. C'est au cas par cas, en fait. Alors, il y a certains enfants jusqu'à peut-être 21 ans, qui ne savent pas si ils ont des ambitions. Qui ne savent pas si, on m'amène où les parents veulent et puis voilà, je fais ce que je peux. Par contre, il y a d'autres qui sont très éveillés et qui savent exactement où ils vont. Voilà. Donc, moi, je dirais que le devoir des parents, c'est de pouvoir orienter. La première des choses, c'est d'orienter les enfants. Le souhait des parents, c'est de voir les enfants réussir. Alors, si je vois quelque chose ou un talent qui est en train de se promener quelque part là, aux côtés de mon enfant ou de mes enfants, et que je vois qu'attends, après, il peut faire ses études dans ça.
et qu'il n'y a pas peut-être cette filière ici, pourquoi ne pas tout de suite dire, voilà, je suis en train de chercher peut-être une université à Dakar, au Bénin, au Cameroun, etc., pour qu'ils aillent se perfectionner. Il y a des enfants, quand tu leur poses, ils sont juste intelligents. Ils ne sont pas malins, ils ne sont pas fuités. Et c'est tout. Ils sont juste intelligents. Ils ne peuvent qu'aller à l'école. Donc, pour ceux-là, il faut les envoyer où on peut pour qu'ils puissent faire de grandes études. Et c'est peut-être ça qui va les aider à améliorer leur ambition. Maintenant, pour ceux qui ont des objectifs bien précis, pourquoi ne pas les accompagner? Voilà, pour ces personnes, oui, ces personnes doivent. D'accord. Voilà, pour ces enfants, ils doivent aller à l'étranger et continuer des études. Oui, Diane, oui, un élément très important que c'est là évoquer le talent, identifier le talent de l'enfant d'abord. C'est pas parce que moi, je voudrais peut-être, j'ai eu un rêve d'étudier en France, je n'ai pas pu. Maintenant que j'ai des sous. Maintenant que j'ai les moyens, moi, mon enfant irait en France étudier. C'est pas le rêve de l'enfant. Surtout le talent, je le dis souvent, c'est dans le talent qu'on se développe en fait. C'est ça. Mais on peut étudier dans un domaine, être compétent sans être talentueux. Et à un moment donné, on est étouffé par la suite. Par contre, comme c'est le talent et qu'on étudie dans le sens du talent, ça donne une inspiration qui permet de créer à chaque fois et ça permet d'évoluer. Et c'est important aujourd'hui. Si on doit investir des millions pour envoyer nos enfants à l'extérieur, il va falloir forcément qu'on ait retour sur investissement en étant convaincu qu'en revenant, l'enfant sera développé et non enveloppé. C'est ça. Je dis enveloppé parce qu'avec des diplômes, mais il se dira, mais qu'est-ce que je vais faire avec? Je ne sais même pas quoi faire avec ce diplôme. Donc c'est important. Donc si on comprend bien, il ne faudrait pas que le parent prenne ses objectifs pour les objectifs de son enfant. Absolument pas. Du tout. Parce qu'il y a certains parents qui le font, ils se disent, moi je veux que mon enfant soit telle personnalité et tel diplôme, donc je l'envoie à l'extérieur sans pour autant écouter ou observer l'enfant. Voilà. Moi je dis même... je dis souvent que mon enfant ou mes enfants peuvent faire les écoles privées jusqu'en 3e. Et puis le lycée doit être public, justement. Pourquoi? Oui, parce que moi j'ai fait les deux. Et franchement, j'ai vu que... moi, j'ai fait le lycée technique d'Addis de Gomé. Autant de M. Dessouza. Donc, c'est vraiment pas du désordre, c'est vraiment de la discipline et de la rigueur. Du coup, ça nous a formés. Et je dis, si j'ai pu avoir cette formation, ou si je suis aujourd'hui peut-être manager, c'est parce que j'ai pu me programmer dans une certaine rigueur pour arriver là. Alors, si ce n'est pas bien, est-ce que j'y arriverai là? C'est parce que c'est bien. Il faut que mon fils apprenne à faire ça. Okay. Donc, ça, c'est moi. Maintenant, après, il peut avoir aussi des écoles privées où on a de la rigueur, en fait. Voilà. Où on fait ce qu'il faut. Surtout, on fait ce qu'il faut. On ne va pas voir des enfants marionnettes, des enfants dessins animés. Moi, ça m'irrite personnellement. Voilà. D'accord. Et Diane, avoir ses objectifs et se dire, je fais le transfert, en fait. Ça n'a aucun sens, puisque si c'est moi qui voudrait faire la chose et que l'enfant ne sait même pas de quoi il s'agit, on ne pourra pas avoir un bon résultat. C'est important. Aujourd'hui, on l'a fait, nos parents l'ont fait. Toi, tu dois être médecin. Hein? Je te paye pour ça. Tu es médecin, on doit avoir un médecin dans la famille. On en a vu. Aujourd'hui, il y a plein de reconversions professionnelles. Moi-même, je fais partie, où on a étudié, on a eu un diplôme. Après, une fois adulte, on se dit, le diplôme, c'est franchement, le diplôme. Papa, voilà tes diplômes. Mais maintenant, quand je peux décider, c'est ça. Je change carrément. Moi, je connais beaucoup de personnes, de dames qui ont leur maîtrise et tout, qui sont devenues maintenant dans le domaine de la mode, dans le domaine de l'artisanat, et puis, mais qui ont brillé en peu de temps, malgré leurs plusieurs années. Moi, j'ai travaillé 15 ans dans l'administration avant de prendre mon chemin. Et c'est ça qui m'a même amené à devenir coach en leadership personnel, parce qu'il faudrait que l'enfant puisse connaître qui il est et savoir quelle voie prendre. Et c'est à ce moment-là que l'enfant devient quelqu'un et non la décision des parents. Maintenant, les parents peuvent orienter en se focalisant sur l'enfant, les talents de l'enfant, les aptitudes de l'enfant, l'aspiration de l'enfant. En ce moment, ce sera une bonne orientation puisque l'enfant ira dans son couloir, se découvrira, va se développer dans ce sens, oui. Mais si ce n'est pas le cas, c'est parce que c'est moi qui paye l'écolage. Et donc, comme je sais que dans l'avenir, la médecine paye ou le droit paye, tu seras bien engagé quelque part. L'assurance, aujourd'hui, c'est l'assurance.
tantôt c'est les maritimes, et donc la logistique. On ne peut pas étudier comme ça, comme si... C'est un peu comme prendre des poissons et jeter dans la forêt et espérer que ça devienne un gros poisson demain. Donc, on ne peut pas penser à la place des enfants. Le rôle des parents, c'est de découvrir, aider l'enfant à se découvrir, l'orienter sur son chemin et poursuivre son chemin de parent à soi-même parce qu'il n'est jamais tard pour le faire si on veut le faire. Alors, par rapport au fait qu'il faut aussi connaître l'environnement dans lequel l'enfant va aller évoluer, quels sont les éléments aussi à prendre en compte? Parce que votre enfant quitte un pays où la vie est tout autre pour entrer pour aller dans un autre monde carrément. Qu'est-ce qu'on fait à ce niveau? Alors, moi, je vais dire que si j'ai les moyens, ou si mon mari et moi on a les moyens, déjà on peut aller en vacances, aller découvrir avec l'enfant, voir si ça lui plaît déjà, parce que nous, notre objectif c'est l'université, c'est pas forcément les gens qui y vivent, mais il faudrait que l'enfant voie est-ce que c'est bien, est-ce que j'aime et tout. Le mode de vie, voilà, parce que moi-même je ne souhaiterais pas aller quelque part où je connais pas, où je connais personne, je sais pas comment je vais me débrouiller. Vraiment, moi-même, je n'aimerais pas. Vous tombez dans l'inconnu, en fait. Oui, tomber dans l'inconnu, ça ne me rassure pas. Maintenant, après, quand on n'a pas les moyens, on peut toujours faire des recherches sur Internet, passer des appels, regarder. Bon, même si c'est de loin, pour voir s'il y a des faisabilités. Mais demander aussi de temps en temps à d'autres personnes, est-ce que tu as quelqu'un qui connaît cet endroit, qui a déjà visité, qui a déjà fait des études, comment ça se passe. Et on a les informations qu'il faut et puis... au plat, quoi. Voilà. Diane, il y a, au-delà de l'environnement, il y a aussi l'adaptation scolaire ou bien universitaire. Je vais parler de ceux qui ont le baccalauréat. L'adaptation universitaire, parce que le système de votre pays diffère de l'autre système. Et à ce niveau-là, comment on prépare son enfant? Oui, c'est déjà d'avoir les informations sur l'établissement qui va accueillir et les réalités. Parce qu'il y a eu beaucoup de cas, les gens sont partis peut-être pour faire, je dis n'importe quoi, un master en architecture, je dis n'importe quoi. Mais beaucoup plus sur le retour en arrière, c'est vers la communication. Absolument. Parce que on change carrément de route parce qu'on n'a pas assez d'informations. Puisqu'au départ, souvent, surtout quand c'est en Europe ou en Occident, on veut tellement aller là-bas qu'on ferme les yeux sur un certain nombre de choses. On se dit, oui, une fois là-bas, on verra. Alors que, franchement... On ne peut pas voir. On ne peut pas voir une fois là-bas, c'est tard. Moi, j'ai vu des gens qui ont fait 2 années pour finalement pouvoir être enregistrés dans des universités. Et pour moi, je me dis, mais ça fait des millions quand même. Hein. Ouais, c'est des années. Non, surtout aux États-Unis, par exemple, il faut faire plusieurs nombres de cursus avant d'être prêt, puisque déjà il faut la langue, et puis maintenant il faut se préparer parce que notre diplôme n'est pas forcément, il faut adapter l'équivalent de diplôme, maintenant commencer les universités. Et une fois là, c'est là l'enfant se rend compte que non, en fait, ce que je voudrais vraiment faire, c'est autre réalité. Une fois que j'ai commencé les cours, et du coup, on se demande maintenant, là-bas, au moins il y a les orientations, on dit, ok, par rapport à ton profil, tu pourras peut-être prendre faire de l'art et puis c'est là où au téléphone, mais on ne peut pas, et finalement, je crois que je vais changer de faculté et tout, je vais faire plutôt ci, mais bon, c'est vrai que c'est parce que je vais m'adapter. Franchement, mettre des millions pour ça, il y a un problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des écoles aussi qui font venir ces établissements déjà pour donner les informations sur ce qu'ils font et comment ça se passe. Et ils ont même des délégués, des Togolais qui ont déjà fait le cursus, qui arrivent à expliquer comment ça se passe. Et ça, c'est important aussi d'avoir des contacts de ces personnes. Estelle, à ce niveau, par exemple, on sait, quand on est en Afrique, on se dit... l'Afrique, rien ne va. L'Afrique ne va développer. L'Afrique. Maintenant, on décide peut-être d'envoyer son enfant à l'extérieur parce qu'on se dit l'Occident, c'est l'Eldorado, c'est le monde meilleur. Et dans la tête de l'enfant, c'est que c'est le monde meilleur. Est-ce qu'on doit continuer par véhiculer ce message-là à l'enfant pour que l'enfant dise, je veux dire, je dois aller quoi, en fait. On a ça en tête alors que ce n'est pas ça. Alors, moi, je dirais qu'en bonne africaine, j'ai toujours dit que si c'est pour aller en Europe, franchement,
En tout cas, pour le moment, je préfère aller en vacances. Ouais. Je préfère me promener, faire du shopping. Surtout en période de solde. Ouais. Parce que j'aime acheter les choses. Voilà. Maintenant, après, c'est au cas par cas. Parce que c'est vrai, il y a des réalités en Occident qui arrangent beaucoup. Plus peut-être dans le social. Ouais. Quand on prend la France, par exemple, dans le social, c'est nickel. La santé, il y a déjà ces assurances. Voilà, très développées. Et on se dit, ce serait pas mal que mon enfant grandisse encore là-bas, dans des conditions pareilles. Maintenant, après, comme on le dit chez nous, il y a trop de lait-blé, voilà, pour ne pas dire des métiers peut-être qu'on ne voudrait pas faire chez nous. Laver les assiettes, c'est la planche en fait. Voilà. Mais on le fait à l'extérieur. Faire le ménage et tout. Si on te donne ce boulot à Lomé, tu te dis, mais n'importe quoi, avec quel mon boulot, diplôme. Même à la maison, oui, même à la maison, on se dit, attends, je suis fatiguée. Mais après, quand on te dit, Estelle, on a un boulot au 2 février, par exemple, de ménage. Voilà, pour la planche. Attends, mais c'est n'importe quoi avec mon master et tout. Je ne peux pas faire ça. Mais en Europe, tu es obligé à un moment donné de le faire. Et tu travailles. Oui, et tu dois travailler, puisqu'à un moment donné, les parents sont déjà fatigués financièrement et ne peuvent plus convertir le CFA en euros pour t'envoyer. Ou en dollars. Voilà. Alors, donc, il faut forcément faire quelque chose à côté. Est-ce que l'enfant pourra faire ça? Alors, quand on dit que l'Europe est l'Eldorado, je vais dire oui et non en même temps. Parce que c'est vrai, il y a des avantages. Et puis après, il y a des inconvénients. Ici aussi, il y a des avantages aussi. Et puis, il y a aussi des inconvénients. Peut-être qu'il faut voir le juste milieu et pouvoir savoir ce qu'il faut. Il y a des parents qui disent aux enfants, il faut juste aller à l'école et tu reviens. Ça aussi, c'est faisable. Il y a des parents qui disent, non, moi, je ne veux plus te revoir ici. Si tu dois revenir, c'est que je suis mort. C'est tout. J'ai vu des cas vraiment assez déplorables qui ont... dont les parents... des dépressions, parce que quand on dit, c'est quand je vais mourir, quand tu vas revenir, même si je ne réussis pas, je reste. Oui, tu restes, tu rentres pas. C'est-à-dire que c'est une honte au fait de dire que voilà, mon fils ou ma fille est partie faire des études. Et en France, elle a fait 10 ans déjà. Elle a fait 10 ans et puis elle est revenue, c'est une moquerie, mais elle vient faire quoi ici? Moi, j'ai une amie comme ça qui a fait la Belgique pendant 5 ou 6 ans. Elle a fini ses études, elle est venue récupérer la boutique de sa maman ici à Lomé. Tranquille. Et que je félicite. D'ailleurs, j'ai dit, attends, tu sais ce que tu veux aujourd'hui? Quand tu vois sa ligne de tissu, mais dis donc. Ah ben oui. Voilà, elle sait ce qu'elle veut. Elle a fait des études, mais voilà, elle a je sais pas, comment je vais dire, elle a mis en valeur ses connaissances. Elle a mis en valeur ses connaissances pour mieux évoluer dans le business de sa maman. Donc, voilà, c'est vraiment ambigu, mais il faut quand même qu'on essaie de trouver le juste milieu. Voilà. Diane? Moi, je ne pense pas déjà que... Une fois que moi, j'ai mis pied... Avant, enfant, je disais, waouh, j'irai en Europe, etc., etc. Mais après, j'ai dit, mais c'est tout ça. C'est un pays de folie. C'est le stress. C'est le stress. On court pour quotidiennement. Tout. Même pour faire du shopping, on doit courir. Parce que ça dépend de là où on se retrouve. Si on n'a pas de véhicule et que si c'est dans les environnements, on doit prendre le train, le métro et tout. Et puis, il y a des heures, hein. On ne peut pas se permettre de dire on prend un peu de temps quelque part, après on se fera oh là là, on doit courir parce que là, c'est le dernier train. Franchement, je ne vois pas l'Eldorado. Hein. Quand moi j'étais là, j'ai vu aussi, j'étais en Belgique par exemple, j'ai vu sur la roue, là, moi je me dis, mais il y a bébé, et il y a un petit trou sur le goudron. Donc, ce qui veut dire qu'il faut faire connaître la réalité de chaque pays. Non, c'est parce qu'on ne connaissait pas ce que c'est peut-être le développement, c'est les facilités. Franchement, ce que moi j'aime là-bas, c'est la propreté. Voilà. C'est-à-dire qu'au moins les citoyens, il y a la citoyenneté, quoi. Chacun sait qu'on fait pas des règles. Oui, on ne jette pas partout les choses, tout est entretenu. Et ceux qui font ce travail ne se voient pas forcément, même entre eux, ils se disent aussi que c'est un saut métier. Mais on sent quand même la responsabilité des citoyens. Ça, j'aime là-bas. C'est pour ça que quand moi, un enfant ou un jeune traîne à Lomé et qu'on l'envoie là-bas, moi, je dis au moins pour ça, il va apprendre à se prendre en charge. Parce que quand il y a les parents, je rentre, je mange. Mais une fois là-bas, ok, le parent envoie, le joint n'envoie pas. Toi, mais tu tournes à gauche, tu tournes à droite. S'il est vraiment conscient, il s'oriente. C'est pas l'Eldorado. Il y a l'Eldorado, en tout cas vraiment en Afrique. Là, on prend du temps.
quand on va à Palimé, par exemple, on mange du bon foufou. Mais c'est ça l'Afrique. Quand on va, je ne sais pas, dans un autre pays. On crée son monde, en fait. On crée son monde. Mais non. Et combien je paye pour l'Eldorado? Ouais, c'est ça aussi. Ça. Je dois comprendre l'objectif. Comme on l'avait dit, hein, pourquoi je vais en Europe? Ça doit être spécifique. Je sais que j'ai besoin de ça, que je n'ai pas encore ici. Donc c'est pour ça que j'y vais. Pas parce que l'Afrique, on souffre trop. Quand j'ai vu des mendiants blancs dans la station de métro, j'ai commencé par dire, donc s'il y a mendiants partout, hein, donc autant travailler pour développer. Partout, si l'Europe, les Occidents sont bien développés, c'est parce que les citoyens ont mis la main à la pâte. Ils ont construit le pays qu'ils veulent. Ils ont construit le continent qu'ils veulent. Et depuis, moi, je me suis dit, je reviens chez moi carrément et je vais construire mon Afrique, mon Togo. Et excusez-moi, j'étais au Brésil, on dirait le Togo. Ah ouais, c'est pas faux. Oui. Et on a et la faille d'Aledio, quand on a nous, et que c'est devenu, comment dire, un danger, là-bas, il y a des cefales où on a exploité. Il faut prendre les périphériques pour y aller. Donc, ça fait tourisme. On paye. Beau, hein? Et dimanche... Alors qu'on a ça ici. Et dimanche, on dirait qu'on a dit aux Brésiliens, sortez, à la plage, montagne. Plage. Et c'est de l'argent. Et c'est ce qui a fait aussi donner peut-être le nom à cette ville Copacabana. Aujourd'hui, partout, les gens disent je dois aller à Copacabana. Nous avons notre plage où on peut créer Copacabana. C'est juste une plage avec des pavés. Avec des pavés et puis des concepts. C'est le beach alors. Avec plusieurs hôtels de hostandine. C'est un peu ça. Et c'est des gens qui aiment leur pays, qui aiment consommer local. En fait, c'est ça qui a fait développer. Dis-moi, on dirait qu'on a dit sortez de la maison. C'est on peut la voir aussi. Avec leur surf torse nu, qu'on nous insulte en Afrique. Avec les hommes, c'est des culottes et les femmes pour aller à la plage. Pam, 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 plage. C'est dans les habitudes. Pam, 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 périphérique. Des randonnées où ça dépend. On voit des singes en train de manger quelque part. Ça aussi, c'est ça. On a ça en Afrique. On peut juste y penser, nous les Africains. Les singes là, je ne sais pas si on va braiser ça. Non, le problème, c'est que tu vois les singes en train de manger le pain de singe, mais quand tu es en périphérique. Ah oui, bon, quand même. Il faut juste mettre les moyens. Dit, donc, et les Occidentaux, nos frères qui sont partis dans l'espoir de vouloir revenir développer le pays, ce sont des informations. Aujourd'hui, ils ont vu les deux réalités. Ils n'ont pas dit la vérité aussi. Oui, aujourd'hui, ils commencent de plus en plus, parce que maintenant, quand on vient là-bas, on découvre tout. Ah oui. Avant, c'était pas possible de venir, de rentrer. Quand nous, on vient, on rentre là, ils nous envient à un moment. Franchement, quand ils reviennent, ils disent, il faut virer l'Afrique. Ouais, c'est mieux. Maintenant, les vérités on voit des bars partout. Mais c'est quoi Donc, vous n'avez pas de soucis finalement. Voilà. L'Afrique, au moins, on a encore du naturel. Jusqu'à ce qu'on va commencer par dire, nous aussi, on va développer, mais sans tenir compte de ce qui s'est déjà passé pour quand même développer dans le respect de la nature. Sinon, nous, on a fait une tournée la dernière fois à Palimé, Cara, à Sokode. Franchement, je me dis, mais on n'a rien à Vous avez inspiré de l'air frais. C'est ça. Alors, donc, c'est ça notre Afrique. On doit commencer par vendre ce que nous avons. Si l'Europe ou les États-Unis étaient vraiment l'Eldorado, il n'y aura pas de blancs en Afrique. Désolé. Bon, entre parenthèses. Si les blancs sont là, c'est parce qu'eux aussi pensent qu'il y a quelque chose à gagner. Bon, vous avez de la richesse, mais vous n'arrivez pas à les exploiter. Bon, voilà. Tout ça, là, on va apprendre. Alors, par rapport à la psychologie de l'enfant, on parle du fait que l'Occident, on court beaucoup. Il y a beaucoup de choses à la fois à gérer. Il y a les études, il y a ceci à gérer à la fois. Mentalement, comment on doit préparer son enfant? Alors, moi, je dis toujours que tout part du physique. Tout part du physique. Il faut déjà qu'il soit dans un environnement où il peut communiquer beaucoup. Quand il parle beaucoup avec ses parents ou avec des personnes assez aguerries, je crois qu'il pourra psychologiquement s'adapter tranquillement. Normalement, ça devrait passer. Et puis, tout part aussi de l'éducation. Quand un enfant est bien éduqué, c'est vrai que dans bien éduqué, il y a beaucoup d'aspects, mais quand au moins il a les b.a.-ba d'une bonne éducation, la psychologie, elle est évidente. Donc, il n'aura vraiment pas de souci à s'adapter à toutes les situations, à savoir qu'attends, c'est pas parce que je suis seule qu'il faut laisser les études à côté, sortir chaque soir faire
du n'importe quoi ou avoir des compagnies qu'il ne faut pas et tout, voilà. Donc je crois que c'est rien du tout. Il faut vraiment améliorer cette psychologie. Tout part de la base, tout part de l'éducation. Alors, par rapport à cette éducation dont vous parlez, quand souvent il y a des enfants ici, on n'accepte pas que, par exemple, l'enfant fasse des sorties. On a parlé de vie associative, oui. Maintenant, il y a des sorties aussi, aller découvrir peut-être la sortie, programmer des sorties et tout, on ne le fait pas. Mais c'est quand l'enfant se retrouve seul à l'extérieur que l'enfant commence par découvrir le plaisir des sorties. Et ça, on s'écarte un peu de ces objectifs-là. Ben justement, ce que je l'avais dit, c'est des erreurs que les parents font. De toutes les façons, il y a une chose que ma grand-mère dit souvent, si j'avais pas laissé ta maman sortir, elle n'allait pas t'avoir. C'est pour rigoler. Alors, je dis, c'est une erreur, c'est une grosse erreur. À un âge donné, il y a des choses qu'on ne peut pas interdire à l'enfant. Il faut juste lui parler. Quand une fille, par exemple, commence à avoir ses menstrues, écoute. Il faut la guider, voilà, il faut parler la avec elle. Voilà, justement, c'est notre métier de parents. Alors, c'est comme quand l'enfant est bébé, quand il n'a pas encore peut-être 2 mois, les parents ne dorment pas. Ça pleure dans tous les sens. Il faut le réglementer jusqu'à ce qu'il commence par dormir la nuit. C'est pareil pour les enfants de grand âge égal. Pardon. Donc, si à 15 ans ou je vais dire à 17 ans, l'enfant a son probatoire, a son BPC et dit, voilà, j'ai bien envie de faire une sortie avec mes amis à la plage, et tu dis non, tu n'y vas pas. Tu dis, je vais à un anniversaire. Tu dis non, tu n'y vas pas. À quel moment il apprend? Il va y aller et apprendre. Oui, parce que dans tous les cas, il apprend. C'est lui qui va et qui revient, qui te raconte. Mais maman, tu sais, quand on était là-bas, il y a un ami qui fumait. J'ai dit non, mais c'est pas bien. Maman m'a dit qu'on ne fume pas. Mais s'il n'était pas allé, est-ce qu'il va pas découvrir voilà. Cela. Donc, c'est quand vous le laissez, c'est vrai, c'est quand même recadré. Ces sorties sont plus ou moins recadrées. Tu peux le déposer. Tu viens le chercher après. Qu'il sache qu'à un moment, à une heure donnée, il faut que j'appelle maman. Voilà, maman, est-ce que tu peux venir me chercher? Qu'il ne sente pas trop la pression, mais qu'il sache quand même qu'il y a une protection de ses parents. C'est important. Maintenant, après, quand il est dehors seul, il sait quoi faire et quoi ne pas faire. Il faut lui faire confiance aussi. À un moment donné, il faut faire confiance aux enfants. Sinon, quand il manque de cette confiance des parents, il manque de confiance en eux-mêmes. Ils se disent, mais je ne peux pas. Donc, voilà. Et quand ils sortent, ils sont à l'extérieur, ils sont libres, ils font du n'importe quoi. Ils pensent que c'est de la liberté, alors que c'est du libertinage. Et ils commencent par fumer, par faire... et la débauche rentre dedans et tu as beaucoup de choses. Alors, pour finir, des conseils aux parents qui nous écoutent et qui ont ces objectifs-là en tête. Alors, je dirais tout de suite que pour devenir adulte, ça s'apprend dès qu'on est enfant. Et c'est en faisant. Ce n'est pas en écoutant seulement. Ce n'est pas en protégeant l'enfant. Moi, je connais des familles où l'enfant ne sort carrément pas du tout. Et s'il faut sortir, c'est une fois avec maman ou papa. Et finalement, l'enfant ne connaît que papa et maman. À un moment donné, une fois adulte, les parents doivent se demander, est-ce qu'on sera toujours là? Non, on ne sera pas toujours là. Ça suppose qu'on doit l'accompagner dans l'apprentissage de la vie d'adulte, en côtoyant ses semblables, en faisant aussi la part des choses. Comme on dit chez nous, c'est quand on casse ça qu'on se rend compte, c'est cassable. Sans jamais le faire, on ne peut pas penser que, on ne peut pas apprendre. C'est important de pouvoir aussi mettre les enfants en situation, faire venir d'autres enfants à la maison pour essayer au moins de connaître l'environnement de l'enfant et conscientiser. Tel que l'enfant dit, maman, mais j'ai vu des camarades fumer, ça veut dire que l'enfant a déjà écouté des choses de la maman, c'est pour ça qu'il a trouvé ça, c'est quoi ça? Il dit, mais maman, tu vois, non? Donc, on doit être aussi l'ami de nos enfants. Nos parents, ils n'étaient pas forcément l'ami, c'est des ils n'ont pas appris ça. Tu veux faire ça? Non. Et puis, c'est bon. Tu veux faire ci? Non. Et on sait d'avance la réponse. On n'explique pas. N'oublions pas une chose, c'est non aussi amener les enfants à commencer par réfléchir à mentir. Oui. Pour présenter la chose. Tu as fumé à la soirée? Non. Tu as bu? Non. et à un moment donné, moi je me rappelle pour ma première sortie, à la maison c'était toujours non, mais j'aimais le théâtre. Et il fallait faire du théâtre, mais c'est à 1h, semaine culturelle. Heureusement que c'était entre semaine culturelle et semaine scientifique. Donc j'ai dû faire le lien. entre semaines scientifiques, comme papa, lui, c'est les études. Quand je dis semaine scientifique,
il va mieux écouter. J'ai dit, mais il y a une semaine scientifique, on est en binôme, on doit faire des travaux, on va rendre ça à partir de 16h, ça veut dire qu'on revient. À quelle heure, papa, je ne sais pas, parce que c'est des binômes qui doivent passer jusqu'à, ça peut aller à soit à 18h, 20h, 21h. Et c'est bizarre, c'est la première fois il m'a remis la clé de la maison. Il dit, ok, au cas où tu revenais tard, parce que j'étais un peu loin de l'école aussi, tu peux ouvrir et rentrer. J'étais la première. Il y avait des grands frères qui n'ont jamais eu. Mais je ne sais pas comment la semaine scientifique. Mais étant quand même éduquée à la responsabilité, j'ai pris soin de prendre des photos des activités. Mais la chance avait fait que quand on prenait les photos, ma partie, il y avait le tableau de semaine scientifique qui était aussi dans la photo. Et alors que vous étiez parti faire du théâtre. Du théâtre. C'est ça. Et donc, quand j'ai présenté, voilà les photos, papa et tout, lui, il avait vu, semaine scientifique. Donc, dans semaine scientifique, vous faites aussi du théâtre. Il dit, oui, mais sur les thèmes scientifiques. Vous voyez, j'ai dû, mais là, si j'avais voulu sortir, donc, tous parents doivent voir que tous les noms ne sont pas forcément de bons noms. Il faut aussi dire des oui et accompagner les noms et expliquer les noms, mais tout en sachant que l'enfant va grandir un jour et sortira forcément. Mais s'il ne sait pas s'orienter avant, depuis la maison, il commence ce sera un adulte déséquilibré et on aura raté notre éducation. Alors, Estelle, des conseils à ces parents qui veulent envoyer leur enfant à l'extérieur? Alors, des conseils à ces parents qui veulent envoyer leurs enfants à l'extérieur, je vais dire, découvrez d'abord les talents de vos enfants, discutez avec eux, voyez s'ils ont des objectifs ou pas, ils ont des visions de vie, expliquez-leur, accompagnez-les, donnez-leur des exemples et je crois qu'ils vont se retrouver. C'est le plus important. Diane, vous avez des astuces pour finir? Pour finir, aujourd'hui, je vais parler du citron. J'avais commencé. On a des a priori sur le citron, mais dernièrement, j'ai appris dans le domaine de la nutrition que le citron, contrairement à ce que nous pensons que c'est acidifiant, une fois qu'on consomme, devient alcalinisant. C'est-à-dire que habituellement, les glucides, tout ce que nous mangeons sont acides en termes de pH, le potentiel d'hydrogène. Et l'organisme, naturellement, est du pH basique. Donc, on doit maintenir l'équilibre basique dans l'organisme. Mais tout ce que nous mangeons étant acide, ça fait qu'à un moment donné, le taux d'acidité du sang augmente et ça crée des inflammations. Les douleurs qu'on a un peu partout, parfois, c'est compte tenu du taux d'acidité. Donc, quand vous prenez du citron, soit vous pouvez mettre du citron dans l'imol que vous mangez, si ça vous plaît, ou non, vous buvez du jus de citron sans sucre. Comme ça, si le sang est déjà acide, ça va aider à équilibrer. Et quand vous mangez des produits acides, vous ne serez même plus gonflé. Parfois, il y a des gens qui ont des ballonnements. Le citron peut vous aider à Parfois, réduire. souvent, quand on finit de manger, on prend du thé avec du citron. Exactement. Vous allez voir les Asiatiques. Oui, avec de l'eau tiède, avec du citron toujours pour pouvoir... Ou parfois, au restaurant, on fait des menus et on met du citron à côté. Et nous... On met à côté. Avec la fourchette, on écarte rapidement. Voilà. Et puis alors que l'idée, c'est... Ils ont compris que le plat étant suffisamment acide, le citron viendra équilibrer tout ça. Équilibrer, comme ça on mangera équilibré. Et donc c'est important. Et quand on le fait de temps en temps, la peau, parce que quand on est l'inflammation prend le corps, c'est des plaies en fait. Et donc la peau est terne et tout, mais avec du citron, vous pouvez aussi de l'intérieur rajeunir votre peau tout simplement. Le matin, vous pouvez prendre de l'eau citronnée, un peu d'eau tiède et puis un peu de citron et puis vous prenez votre route. Un tout petit peu. Maintenant, pour des cas de brûlure, il y a des gens qui ont de l'ulcère et tout. Juste faire attention, si vous avez des brûlures, ça veut dire que vous devez arrêter. Sinon, vous mettez une toute petite quantité dans l'eau et ça va vous permettre d'être à l'aise. Merci beaucoup Diane Beviat. Merci Esther Prena, merci d'avoir accepté notre invitation, c'était un plaisir. Alors on se retrouve vendredi pour un autre numéro de la balade matinale. On va recevoir Lomé by Toufan. Voilà, on sera dans Toufan vendredi. Vous savez, ce sont les vacances, donc il y a des événements un peu partout. Donc rendez-vous vendredi à partir de 8h avec Lomé by Toufan. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.